à tous, alors j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Alors comme tous les 2 semaines, on va faire un point sur le SP500, le marché américain, le Bitcoin et l'Ethereum. Donc je m'excuse d'entrée si j'ai un petit peu enrhumé ou je tousse pendant la vidéo. J'ai attrapé le Covid pendant les fêtes malheureusement, donc je suis un petit peu enrhumé. Mais vous inquiétez pas, rien de grave. Donc on va commencer par le marché américain. Donc, comme vous avez pu le voir, on a atteint un des gros clusters qu'on avait identifié ensemble. Donc, c'est le cluster. Donc, le cluster, c'est un regroupement d'objectifs. Je rappelle pour les nouveaux abonnés à la chaîne et qui ne sont pas familiers avec ce terme. Donc, le prix vient de hit. Il vient de marquer un premier arrêt sur le haut de notre tendance de très long terme depuis 2013 sur le SP500 et de la tendance que l'on observe sur le SP500 depuis le Covid, le bas du canal. Donc là, on avait un regroupement entre le haut du canal de la tendance long terme et le bas du canal de la tendance du Covid. Donc on va zoomer un petit peu et on l'a parfaitement hit. Donc là, ce matin, on vient de venir retaguer le haut de ce canal très long terme. Donc le but, évidemment, c'est que pour début 2022, on réintègre ce petit canal et qu'on casse cette tendance qui date depuis 2013 et avant, même, pour rentrer dans une nouvelle tendance, donc un nouveau cycle sur le SP500. Évidemment, nous, on veut repartir là-dedans pour que ce soit plutôt une continuation haussière qu'un top de fin de cycle. Parce que si jamais on est rejeté sur ce niveau-là, je dézoome un peu, c'est ce scénario que je privilégie. On va venir retrouver la ligne de tendance de notre canal de régression. Voilà. Pour l'US dollar, bon, on continue de suivre notre plan, donc, que nous on avait un petit peu. Bon, il allait plus vite que prévu. On pensait que ça mettait un peu plus de temps, mais comme je vous l'avais expliqué, l'hawkish policy, donc la politique monétaire de rehausse des taux d'intérêt, je l'avais estimé pour 2023, mais à chaque discours de Powell, c'est 2022, 2023, 2022, ils sont aussi paumés que nous. À la fin, on pensait qu'on allait avoir une année catastrophique en 2021. On a fait 27%, je crois, sur le SP500, donc les analystes ils s'étaient perdus. On a fait le Brent, il a augmenté de 55%. Le pétrole, je crois. Donc ça, c'est des chiffres qu'on n'a pas vu depuis 20 ans, qui fait que l'économie, évidemment, elle a été boostée par les stimulus. Néanmoins, on a quand même fait une année très solide. Alors, attention quand même, si on arrive dans une politique monétaire hawkish, ce qui s'est vu dans les années précédentes, c'est qu'on n'a pas de crash, comme tout le monde peut le prédire, entre guillemets, dans les derniers hawkish policy. On n'a pas eu de crash du SP500. Par contre, on a eu des vases communicants des capitaux. Les capitaux sont partis des assets à risque. Malheureusement, Bitcoin en fait partie. Tout ce qui est les techs qui sont récentes, tous les stocks sur les techs récentes. Et cet argent est parti, ces capitaux sont partis vers le banking et l'énergie. Et après, tout ce qui est aussi minier, construction, ce genre d'assets. Donc attention à ça, il serait peut-être temps en ce moment de clôturer des trades sur les techs et sur les actifs volatiles. Donc on va quand même regarder ce qui se passe du côté de l'inflation. Bon, l'inflation, elle est toujours en hausse, malheureusement. Même les outils aujourd'hui d'inflation corrigée, parce que bon, l'inflation, elle a été artificialisée par les stimulus. Donc on met en place des outils qui permettent d'appliquer des correction factors aux outils de mesure de l'inflation. Et aujourd'hui, on réalise que fin 2021, malheureusement, on a une inflation qui est là, quoi. Donc malheureusement, qui dit inflation dit que la politique de Jerome Powell va être de réaugmenter les taux d'intérêt. Et si on augmente les taux d'intérêt, les épargnants américains vont payer plus cher pour faire des emprunts, etc. Comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, ou auront quand même moins d'argent à investir dans les marchés. Donc maintenant, on va regarder la corrélation quand même avec le BTC. Donc le BTC est plus du tout corrélé avec le SP500. Le SP500, il évolue dans un range, mais quand même assez volatile. Et le Bitcoin fait que chuter depuis la mi-novembre pour plusieurs facteurs qu'on avait identifiés. Donc là, comme vous pouvez le voir, on n'est plus du tout corrélé. Tant qu'on n'est pas dans du bleu ciel, c'est indication de CC, corrélation. Ouais, on est en dessous il faut être au-dessus de 0,8 pour être corrélé. Les deux marchés sont complètement distincts, qu'on va pas analyser l'un avec l'autre. Maintenant, on va passer au BTC. Alors pour le BTC, on va suivre un petit peu le plan qu'on avait mis en place sur la newsletter hebdomadaire que je vous envoie en format PDF toutes les semaines. Donc là, pour l'instant, on sait toujours pas si on emprunte le scénario noir ou le scénario rouge. Donc le
scénario noir, c'était un retour dans la zone de liquidité, donc le POC, Point of Control, donc une zone d'échange entre whales, entre gros porteurs. En fonction de qui gagnera, on va dire on va prendre un scénario ou l'autre. Premier scénario qu'on est peut-être en train de valider vu on vient de faire 2 clôtures au-dessus du Point of Control, donc en termes de probabilité. Pour l'instant, on gagne à la hausse hein, si vous faites des codes de probabilité pour ceux qui tradent avec des outils de camp trading. Donc le premier, je verrais bien une première vague qui arrive vers les 50 000. Encore une fois, on rejette et là on traverse. Par contre, maintenant on vient faire notre mean réversion sur notre moyenne journalière du prix. Et on repart très vite vers les 53 000. Voilà, scénario rouge. Les liquidités acheteuses sont trop faibles. Le prix dégringole. Boum, on vient retaper ce canal de régression baissier qui était quand même très valide en termes de tendance. Donc on vient le retaper et boum, on repart après naviguer dans le support hebdo 2 mois parce qu'il est plus âgé que 2 mois, mais maintenant il a même 3 mois, ce support hebdo. Donc on reste dans cette zone d'échange avant de décider du prochain move du BTC. Donc évidemment, on espère tous que ça soit le scénario noir. Voilà. En termes de magnitude vendeuse, ben, là on voit en termes de volume delta, on était vendeur depuis fin novembre. Et là on arrive sur une zone d'équilibre. Enfin, on pourrait avoir un retour d'un volume delta acheteur, donc c'est-à-dire qu'il y a plus de volume acheteur que de volume vendeur sur le marché. Qu'on a une petite divergence, bon, c'est pas vraiment une divergence, mais néanmoins, on a pour le même niveau de prix, on a un niveau de RSI beaucoup plus haut. On peut le voir comme une divergence, même si elle n'est pas valide. La volatilité, donc beaucoup parlent sur les réseaux sociaux, comme quoi la volatilité elle est revenue. Ben, ils sont pas zoomés, ils sont pas trop dézoomés. Il y a très peu de volatilité depuis longtemps en fait. Donc même si le marché il fait pas ce qu'on a envie, et il a l'air assez erratique depuis mi-décembre, ben désolé, mais on est dans un range assez congestionné pour le coup. Donc il n'y a pas de volatilité. On l'attend justement cette volatilité pour reprendre des gains faciles pour les swing traders. Voilà, en termes de Open interest, il n'y a toujours rien à voir. On est revenu sur notre tendance de fond, donc attention, c'est pas l'open interest qui génère le prix, c'est le prix qui crée l'open interest. Vous vous trompez pas, à part en low time frame. Donc là, on peut juste voir que le nombre de traders sur le marché des dérivés est revenu sur sa tendance de fond et que la confiance remonte un peu, mais néanmoins, on est toujours dans un pattern de prudence. Voilà, les fundings, je crois qu'ils étaient tous reset et ils sont proches de 0%, donc rien à dire de ce côté-là. On a un gap. Ah ouais, ça c'est le sentiment de marché, il est en train de repasser là aussi positif. Donc c'est très intéressant. On voit qu'il y a eu une tentative une grosse clôture de long pendant la nuit du 31 au 1er. Assez intéressant, je ne sais pas trop me l'expliquer, mais en tout cas il y a eu une tentative de pousser le marché à la baisse. Tentative avortée, donc c'est peut-être un bon signe. Et on a un sentiment de marché qui repasse dans la zone d'équilibre et on l'espère qu'il va repasser verte, quoi. Voilà, on va passer maintenant à l'ETH. Alors pour le TH, je suis un peu moins fan, malheureusement, parce qu'il a cassé la moyenne dont je vous parle depuis 6 mois, qui faisait un petit peu le jour et la nuit sur notre marché, enfin qui dictait pas mal sa conduite. Là, malheureusement, la dernière fois qu'on a fait une vidéo, on était en train de congestionner là-dessous. On n'a pas eu de break haussier, on a cassé. Je pensais que mes entrées, parce que j'avais proposé des entrées ici sur ETH, que mes entrées étaient covered, étaient protégées par cette moyenne mobile qui nous sert de support. Malheureusement, on l'a traversé, on l'a cassé. Donc ça, c'était plutôt assez bearish court terme. Là, on voit que le marché... Donc la semaine dernière, je vous ai proposé 2 scénarios. On remonte rapidement cette moyenne mobile. On se remet à congestionner sous la zone d'échange. Et boum, on redécolle. J'espère que ça va se faire parce que si ça se fait pas rapidement, on risque d'aller retourner très vite aux 3000 $. Surtout que la volatilité elle congestionne depuis beaucoup trop longtemps. Donc là aussi, si on vous parle de volatilité qui est revenue sur ETH, non, pas du tout. Il y a plus de volatilité depuis octobre. Et par contre, si on a un essoufflement acheteur dans cette zone qui tient pour l'instant, là, ça risque de décrocher rapidement. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment un retour dans le scénario noir. Et pour la direction, qu'est-ce qu'on fait? Comme indicateur, on utilise des momentum. Sauf que les momentum, ils nous disent que dalle. Je vous ai expliqué sur la dernière vidéo que le RSI est beaucoup trop relatif
sur ETH, surtout à cause de la volatilité qui est trop faible pour en déduire quelque chose. Donc je vous avais montré d'autres outils sur Glassnode qui permettent d'identifier une tendance. Là, j'ai pas trop d'avis sur ce que va faire ETH. Il va sûrement suivre le BTC. Donc BTC, pour l'instant, il a l'air d'avoir récupéré de la force, enfin du momentum acheteur. Donc j'espère que le ETH va le suivre parce que niveau indication, on peut pas dire grand-chose, à part un retour de volume acheteur. Voilà, voilà. Quoi d'autre? Je crois que sur le BTC, j'ai oublié de vous montrer le chart des 3 jours que j'aime bien, qui lui nous montre quand même le chart des 3 jours, donc bon, pas sur Bitstamp, mais si vous prenez un agrégateur de type BLX de prix du BTC, bah, en fait on se retrouve là on a clôturé 2 fois au-dessus en fait de cet EMA qui en fait nous porte depuis le début du bull run quoi. Cet EMA, c'est la moyenne de prix des 3 jours. On avait rejeté ici le 21 juillet, ça avait été notre bottom. Là, on l'a rejeté une fois le 18 décembre. Et là, normalement, je vous dis, les 2 clôtures sont au-dessus. On l'a rejeté aussi 2 fois. Donc, j'espère qu'il va tenir, qu'on va nous faire un gros W, là, comme les shortistes l'appellent, et qu'on va repartir sur des prix à la hausse. Voilà. On va conclure maintenant. Bon, pour conclure, on va parler de la notion de illiquid supply ou liquid supply. Donc là, ce que nous dit Glassnode, ça c'était un petit peu avant Noël qu'ils ont publié ça, c'est que la part illiquide du BTC augmente de 100 000 BTC par mois environ. Donc c'est un rate, un débit en fait si vous voulez. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de whales, d'institutions qui sortent leur BTC des exchanges, où là c'est liquide, vous pouvez les vendre à l'infini ou les racheter à l'infini, et ils vont les placer sur ce qu'on appelle des cold wallets, donc dans des portefeuilles où ils vont avoir vocation de rester pour une grande période de temps. Donc voilà, donc pour quantifier la partie illiquide, il y a plusieurs méthodologies. Eux, ils ont repéré, si vous voulez, des wallets décentralisés qui appartiennent à la smart money, et en fonction du ratio de stablecoin et de BTC qu'il y a dans ce portefeuille, ils savent si on est dans une période qui est plutôt propice à l'attente d'une nouvelle jambe haussière ou plutôt une période de doute. Et là, ce qu'ils ont remarqué, c'est que ces portefeuilles, la smart money, est en train d'accumuler des BTC. C'est pas une accumulation qui se voit tout simplement parce que nous, le retail, on n'accumule plus de BTC depuis quelques temps. On est plutôt dans une phase de distribution, mais c'est quelques investisseurs smart, entre guillemets, qui ont un coup d'avance sur nous, sont en train de le faire. C'est ce que nous apporte ce graphe-là, qu'on pourrait, selon cet indicateur en tout cas, on pourrait s'attendre quand même à de nouveaux plus hauts. Pour la conclusion, comme je vous l'ai dit, on a atteint le gros cluster que j'attendais depuis longtemps sur le SP500. Donc soit c'est un top de la grosse tendance qu'on a depuis 2013, qui avait démarré dans cette période, aux alentours de cette période. Donc on a atteint ce top-là et on a atteint aussi le bas du canal dont on était sorti en septembre, je crois, la tendance de régression haussière dans laquelle on était depuis le Covid. Donc là, on a atteint ce niveau-là. Donc forcément, il y a eu les spéculateurs qui vendent à l'autoréalisation, ils ont vendu, donc on a eu une première phase de vente la semaine dernière. Maintenant, ça va être très important de voir ce qui se passe les prochaines semaines. Si on remonte dans ce canal de régression du Covid et du coup on met fin à ce cycle géant de 2013, ou si on repart chercher les milieux de cette tendance dans laquelle on était, qui est autour des 4200 points. Pour les crypto-monnaies, c'est un peu critique. Donc le BTC, là, je vous ai montré le chart des 3 jours qui se trouve en plus sur une zone de support des 46 200 dollars. Donc là, il faudrait qu'ils rebondissent quand même. Il faut que les liquidités acheteuses soient plus importantes que les vendeuses. Ça a l'air d'être le cas quand on voit le CVD. Maintenant, il faut que ça parte à l'os. Le ETH, il a cassé une moyenne mobile qui était importante depuis quelques mois. Je souhaite, pour me rassurer, qu'on repasse rapidement dessus parce que je pensais qu'elle allait nous couvrir. Finalement, ça a cassé la baisse. Donc là, il va falloir vraiment qu'on repasse au-dessus des 3910 dollars pour se rassurer sur d'autres achats, d'autres altcoins. Voilà, j'espère que c'était pas trop long. Désolé si vous n'avez pas trop bien entendu ce que je disais à cause de mon rhume, j'ai le nez bouché. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.